Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le Sénat rejette le premier projet de budget du quinquennat Hollande. Encore une fois, la majorité de gauche sénatoriale n'a pas fait bloc. En s'abstenant, les communistes ont permis à la droite et au centre de mettre en minorité le gouvernement. Tous les détails dans ce journal. Tout le monde veut cette place. Qui sera le premier opposant à François Hollande? Avec la débâcle à l'UMP, certains s'y voient déjà. Jean-Louis Borloo affirme que son parti, l'UDI, est en pole position pour contrer la politique du gouvernement. Marine Le Pen crie victoire et annonce la mort de l'UMP. Mais n'enterre-t-on pas trop vite le premier parti d'opposition de France? On en parle avec notre invité politique ce soir, Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Et pendant ce temps, la crise à l'UMP offre un répit au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. L'attention médiatique et politique est détournée, mais les vrais problèmes persistent bien sûr. Les chiffres du chômage explosent, c'est la préoccupation numéro 1 des Français et la bataille délicate à mener du gouvernement. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un symbole fort, le rejet ce soir au Sénat du premier projet de budget du quinquennat. Les sénateurs socialistes sont tentés en vain de convaincre leurs collègues communistes. Le rapporteur général du budget, François Marc, a exhorté la majorité à faire bloc dans une mer tempétueuse. On suit, le capitaine a-t-il lancé, mais les communistes n'ont pas changé d'avis. Ils se sont abstenus, les centristes ont voté contre et tout cela a conduit au rejet du texte. Les détails avec Paul Bouffard. Les communistes s'abstiennent et le premier budget du quinquennat Hollande est rejeté au Sénat. Le volet recettes est retoqué, 156 voix pour et 165 contre. À la sortie, le ministre du budget est une fois de plus confronté à la réalité, une haute assemblée frondeuse. Il y a une majorité de gauche au Sénat, mais il n'y a pas une majorité gouvernementale comme il y en a une à l'Assemblée nationale. Mais chacun sait que l'Assemblée nationale a le dernier mot en cas de contestation avec le Sénat, et l'essentiel est bien là. Le PLF 2013 prévoyait 24 milliards de hausse d'impôts. Au moment du vote, les sénateurs communistes ne soutiennent pas le gouvernement. Nous pensons, comme l'a rappelé Thierry Foucault tout à l'heure, qu'il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué. C'est avec un esprit véritablement responsable que nous prenons cette décision d'abstention, car nous souhaitons que le budget donne les moyens à l'État de mener une politique de progrès social et de progrès humain. Après ceux de l'énergie, de la programmation budgétaire et du budget de la sécurité sociale, c'est le quatrième texte repoussé par la Haute Assemblée, pourtant de gauche. Le texte reviendra à l'Assemblée nationale avec une adoption définitive avant le 20 décembre. Oui. Voilà, et on reviendra sur le rejet de ce texte et ses conséquences dans un instant avec nos éditorialistes. Dans l'actualité, à l'UMP cette fois-ci, le blocage est total entre les camps Fillon et Copé. L'ancien Premier ministre a refusé aujourd'hui la demande de Jean-François Copé de dissoudre le groupe qu'il a constitué à l'Assemblée dans le camp Copé. On estime que les négociations sont terminées et on rejette la responsabilité sur l'autre. C'est donc le pire scénario ce soir avec en prime une dégringolade des deux hommes dans les sondages. On fait le point sur la situation avec Julie Hulin. Les journées se suivent et se ressemblent à l'UMP. Alors qu'une sortie de crise semblait hier se profiler, ce soir, le camp de Jean-François Copé a décidé de rompre toute négociation. Le feuilleton post-électoral a trop duré. Après de nombreuses journées de discussions, de négociations et de pas en avant et de main tendue de la part de Jean-François Copé, il faut bien entendu qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et François Fillon n'ayant pas souhaité dissoudre ce groupe qui l'a créé, nous sommes obligés de prendre acte de sa décision et de nous mettre au travail. Pourtant, hier, l'idée d'un référendum avait été approuvée par les deux camps. Restait à en définir les conditions. Côté Fillon, une volonté, celle de la mise en place d'une instance indépendante pour organiser l'élection et d'une direction collégiale à la tête du parti. Côté Copé, une exigence, la disparition du groupe dissident à l'Assemblée nationale. En fin de matinée, c'est finalement un groupe de députés non alignés qui suggère une solution. Nous lançons un appel pour retrouver l'unité du groupe UMP à l'Assemblée nationale avant aujourd'hui 15 h. Pour mettre en place simultanément à l'UMP un comité des sages chargé de définir les conditions d'un référendum à tenir avant le 31 janvier 2013. Une proposition saisie au vol par Jean-François Copé quelques minutes plus tard.
Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, comme d'ailleurs beaucoup de nos amis, demandent à François Fillon, avant 15 heures, de retirer son groupe. Je pense, dissident, je pense que c'est la sagesse. Réaction immédiate de François Fillon qui refuse de céder à ce qu'il appelle un ultimatum chronométré. À 15 heures, rien n'a bougé et certains sont excédés. S'ils sont dans une telle haine de l'autre qu'ils veulent le flinguer politiquement, c'est leur choix, c'est leur droit. Simplement, ils sont tous en train de nous entraîner avec. Une UMP plus que jamais divisée et déjà sanctionnée dans les sondages. Selon le dernier baromètre TNS Sofres, Jean-François Copé et François Fillon perdent chacun 6 points de popularité auprès de l'ensemble des Français. Et au Sénat, les fillonistes sont majoritaires. Ils ont d'ailleurs retrouvé l'ancien Premier ministre ce matin, venu envisager avec eux le nouveau vote des militants. Jérôme Rabier y était, regardez. Après la création hier d'un groupe à part à l'Assemblée, François Fillon a consacré sa seule sortie publique de la journée aux sénateurs qui le soutiennent. Autour d'un petit déjeuner, il est venu avec eux concocter la stratégie à adopter pour le groupe sénatorial de l'UMP. Et à la sortie, la demande était claire. Nous voulons revoter. Je crois que si l'affaire du référendum ne peut plus tenir parce que Jean-François Copé n'en veut pas après l'avoir proposé, nous demandons simplement que l'on redonne la parole aux militants. C'est la seule manière d'en sortir et je crois que c'est d'ailleurs ce que majoritairement les militants veulent. Ils ont alors imposé le vote d'une motion au groupe dans son ensemble, pourtant dirigée par un proche de Jean-François Copé, le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Ce dernier a dû se rallier à la loi du nombre. C'est pas un ultimatum, ça s'appelle un vœu, un souhait. Mais il est clair que les sénatrices et les sénateurs du groupe UMP, qui sont aussi des responsables politiques, souhaitent que l'on puisse faire un nouveau vote à l'intérieur de notre formation politique. D'autres soutiens de Jean-François Copé, qui n'ont pas pris part au vote pour marquer leur opposition, préfèrent minimiser l'ampleur de cette décision. Je ne suis pas sûr que ce texte de motion du Sénat rajoute grand-chose au débat, mais bon, il ne mange pas de pain, si je puis dire, dans la mesure où c'est à la fois pas une injonction et le groupe n'a pas éclaté. Fidèle à son image de pondération, le Sénat a encore une fois voulu se différencier. Hors de question de diviser une famille politique déjà affaiblie, même si cette demande de nouveau vote a permis de vérifier la forte domination des fillonistes au sein du groupe UMP à la Haute Assemblée. Et autre actualité à présent, de nouveaux critères pour régulariser les sans-papiers, mais sans augmenter le nombre de régularisations qui resteront donc de l'ordre de 30 000 par an. La circulaire de Manuel Valls veut rompre, vous allez le voir, avec l'arbitraire des préfectures, mais cela laisse les associations sur leur faim. Les détails avec Mathilde Bélanger. Clarifier les règles d'obtention d'un titre de séjour, c'est l'objectif de cette circulaire présentée aujourd'hui par Manuel Valls. Sont concernés les parents présents en France depuis au moins 5 ans, ayant un enfant scolarisé depuis au moins 3 ans, les jeunes majeurs qui peuvent justifier de 2 ans d'une scolarité assidue le jour de leurs 18 ans, enfin les salariés présents depuis au moins 5 ans pouvant justifier 8 mois de travail sur les 2 dernières années. Mais pas de vague de régularisation à l'horizon. Pour le ministère, pas question d'en augmenter le nombre, elle devrait rester au même niveau, soit 30 000 environ par an. Il n'y a pas d'appel d'air. Cette circulaire ne permet pas une régularisation massive. Cette circulaire correspond plus ou moins aux chiffres que nous connaissons jusqu'à maintenant. Mais elle est exigeante, responsable, juste et équitable. Pour les associations, c'est un progrès car les règles devraient désormais être les mêmes pour tout le monde, mais ils regrettent des critères trop sévères selon eux et pas toujours adaptés aux réalités des situations. 5 ans de résidence et 3 ans de scolarisation pour les enfants, cela va laisser de côté un certain nombre de familles. Pour les travailleurs, il y a des éléments de progrès. Il n'en reste pas moins vrai que dans la période, produire des fiches de paye sur les 8 derniers mois, ça reste quelque chose de très compliqué. La circulaire entrera en vigueur le 3 décembre. On estime à 200 000 au moins le nombre de sans-papiers en France. Le gouvernement a décidé qu'il nationaliserait l'ensemble du site de Florange-en-Moselle si ArcelorMittal refusait de céder l'intégralité du site sidérurgique d'ici samedi. C'est ce qu'a indiqué un délégué syndical à l'issue d'une rencontre avec Arnaud Montebourg au ministère du Redressement Productif. Un repreneur éventuel de l'intégralité de Florange serait d'ailleurs déjà prêt à investir près de 400 millions d'euros. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Nous avons un repreneur qui est un aciériste, un industriel,
qui n'est pas un financier, qui, par ailleurs, souhaite investir son argent personnel et, excusez du peu, est disposé à investir jusqu'à près de 400 millions d'euros dans cette installation pour la rénover. 400 millions d'euros pour une reprise et le site de Florange pourrait sortir du chaos. Au lendemain de la rencontre entre Lakshmi Mittal et François Hollande, peu d'informations sur l'éventuel repreneur. Pendant que le ministre fait l'annonce, les métallos d'ArcelorMittal manifestent devant l'Assemblée nationale. Là, on est venu dire à Arnaud Montebourg, ne lâchez rien, monsieur le ministre. Face à Mittal, il faut de la fermeté, ni plus ni moins. Personne n'est choqué parce que ce monsieur-là, il a licencié 70 000 personnes, il a fermé 10 sites, il veut fermer Florange, ça ne choque personne. Dans l'hémicycle, Arnaud Montebourg maintient la menace, celle d'une nationalisation temporaire du site de Florange. Il précise que ce scénario aurait un coût nul pour les finances publiques. Dans un communiqué, Lakshmi Mittal indique ne pas vouloir s'exprimer sur les négociations avec l'État français. Ce soir, les sidérurgistes attendent la décision de cet éventuel repreneur. Une réponse est prévue demain. Et sur le plateau du 22h pour notre club d'éditorialistes du mercredi soir, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Laurent Geoffrin, bonsoir. Directeur du Nouvel Observateur, bienvenue. Et Ludovic Vigone, bonsoir. Bonsoir Sonia. Chef du service politique de Paris Match. Et notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Tout va bien? Très bien, toujours merci. Autant d'actualité? On va essayer toujours. Vous êtes toujours autant inspiré? On va essayer. Hein, bon, mais nous n'allons pas parler de l'UMP ce soir. En tous les cas, pas pour commencer. Nous allons parler du reste de l'actualité. C'est très important. D'abord, une actualité importante au Sénat, puisque a été rejeté ce soir le premier projet de budget du quinquennat Hollande en votant contre donc son volet recettes, ce qui équivaut à un rejet du texte. C'est un texte clé, symbolique, Jean-Louis Gombaud, qui a été rejeté ce soir. Oui, parce qu'on dit souvent que la preuve qu'on est dans la majorité, c'est qu'on vote le budget. Donc la majorité au Sénat n'existe pas. Sur une affaire, c'est le volet recettes qui a été rejeté ce soir. C'est une affaire de 24 milliards d'euros. Les communistes notamment reprochent qu'on ne fait pas assez suffisamment payer les riches et que l'augmentation des impôts prévus ne porte pas seulement sur les couches aisées. Alors on remarque que le gouvernement n'a vraiment pas de chance avec les lois économiques qu'il essaie de faire passer au Sénat, puisque ça a été dit tout à l'heure, énergie, sécurité sociale, loi de programmation budgétaire, c'est-à-dire qu'il va couvrir l'ensemble du quinquennat, tout cela a été rejeté. Vous vous rappelez que lorsque Lionel Jospin a été Premier ministre, le Sénat lui avait posé énormément de problèmes, notamment sur la loi sur les 35 heures, et c'est une des raisons pour lesquelles la gauche avait beaucoup bataillé pour conquérir la majorité au Sénat. On se demande aujourd'hui si le Sénat à gauche ne pose pas plus de problèmes à la gauche que le Sénat à droite. Et la question est très pertinente, Laurent Geoffrin, justement, parce qu'on se pose la question aussi de savoir à quoi jouent les communistes, pas vraiment dans l'opposition, ni dans la majorité, et pourtant beaucoup de textes qui sont rejetés. Ils sont dans l'opposition. Ah, c'est clair. Il me semble, ils ne sont pas au gouvernement, ils ne votent pas les textes essentiels, donc ils sont dans l'opposition. Ils sont en désaccord profond avec la politique qui est menée, qui leur paraît qui est une politique de type social-démocrate, pour faire court, et ils sont contre. Ils veulent une politique beaucoup plus dure, beaucoup plus redistributrice, beaucoup plus égalitariste, et donc ils sont contre. Il n'y a qu'à écouter Mélenchon, hein, avec qui ils sont alliés. Ils n'attendent que l'échec d'Hollande. Et l'aspect symbolique est très fort pour ce texte clé. C'est symbolique, mais c'est pas une surprise, hein, parce qu'on l'a vu depuis cet automne. C'est beaucoup plus compliqué ici avec les communistes. On a vu que l'arrivée de Pierre Laurent en septembre avait quand même réorienté, durci la position du groupe communiste au Sénat, et donc le gouvernement s'y attendait, avait peu d'espoir. Voilà. Après, pour l'instant, le gouvernement a été incapable de trouver des accords avec les centristes. Ce serait ça la logique. C'est qu'il y ait des voix centristes qui permettent d'adopter des textes symboliques comme ça. Pour l'instant, c'est pas encore possible. On verra dans un deuxième temps du quinquennat. On en reparlera. Alors que l'attention médiatique et politique, on l'a dit, est concentrée sur le feuilleton de l'UMP, des chiffres hier ont fait l'effet d'une douche glacée sur le gouvernement et sur les Français, bien sûr. Le chômage explose en France, Jean-Louis Gombaud. C'est le titre du Monde. Préoccupation numéro 1 des Français. Il faut faire attention aux mots que nous employons parce que c'est un choc. On voit ce chiffre. C'est un double choc, hein, puisqu'en fait, c'est maintenant 2 mois que le chômage augmente de 40-45 000 sur le mois. Rappelez-vous, en août, on avait dit on a franchi la barre des 3 millions. Maintenant, on a franchi la barre des 3 millions 100 000. Avant les congés, on était au rythme de 1000 chômeurs par jour supplémentaires. Maintenant, on est par jour ouvrable. Maintenant, on est au rythme de 2000 chômeurs supplémentaires par jour ouvrable. Donc, il y a une accélération. Il n'y a pas simplement
une augmentation, mais il y a une accélération du phénomène. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la batterie des moyens que le gouvernement compte mettre en place... On va les développer, oui. Compte mettre en place, évidemment, ça ne peut pas faire le poids face au ralentissement de la conjoncture économique. Je reviens sur un chiffre en 6 mois, c'est près de 240 000 personnes supplémentaires qui sont venues s'inscrire à Pôle emploi. Lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, il savait bien sûr que le combat serait dur, que la bataille pour l'emploi serait difficile, mais là c'est la mère des batailles. Ça n'a rien de surprenant, pour parler clair. Ça a été prévu. Vraiment, Laurent Geoffrin, les chiffres sont assez... Non, c'est prévu, on le sait. C'est une politique délibérée. C'est-à-dire qu'à l'échelle européenne, on a choisi de pratiquer une politique d'austérité dans tous les pays à la fois. Ça ne peut pas déboucher sur autre chose que sur une récession. Et quand il y a une récession, le chômage augmente très vite. Donc ça ne fait que commencer. Il va y avoir une augmentation mensuelle très importante et jusqu'à ce que la croissance reparte, ne serait-ce qu'un petit peu. Et on ne le sait pas. Il est probable que la récession va durer 1 an. Et donc le chômage va augmenter. Là, il y avait des reportages sur les restos du cœur, je ne sais pas si vous avez vu ça. Le nombre de gens qui ont besoin d'aller dans ces endroits augmente constamment. Et quand on les interviewe, vous vous rendez compte, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours à leur faim. Ils sautent des repas, etc. Cette situation-là, elle produit délibérée d'une politique. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est la politique menée à la fois par les autorités monétaires européennes, qui refusent d'alléger la dette en faisant du crédit. Et c'est un taux de change qui est trop élevé. Et c'est l'ensemble des pays européens, emmenés ou dominés par les pays du Nord, qui n'ont pas besoin d'une relance, parce que leur économie est plus forte, et qui imposent l'austérité pour obliger les pays du Sud à rembourser leurs dettes. Donc tout ça était écrit d'avance. On va voir, on va revenir sur ce scénario écrit d'avance. Mais hier, sur notre plateau, ici même à 22h, en évoquant ces chiffres du chômage, le sénateur et ancien ministre de l'économie, Jean Arthuis, a dit ceci: il y a le feu dans la maison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison d'attendre une amélioration sur ces chiffres du chômage. Oui, tout le monde sait que les prochains mois, on aura des chiffres du même acabit malheureusement, et qu'on a franchi des paliers symboliques, on va en franchir d'autres sans doute toute l'année 2013. Le gouvernement le sait, ils le cachent pas. Hein. Michel Sapin a employé même des mots très clairs pour préparer les esprits. Alors après, est-ce que ça aide à accepter ces chiffres? C'est pas évident, mais c'est sûr que ça va continuer comme ça malheureusement. Alors voyons les outils justement, Jean-Louis, en détail. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les contrats aidés, il y a les 150 000 emplois d'avenir qui doivent être signés avant la fin 2014, il y a les contrats de génération, il y a le crédit d'impôt pour la compétitivité, il y a aussi, c'est très important, une grande réforme attendue structurelle, celle sur le marché du travail. Ces outils sont de nature à enrayer cette explosion? Alors, ça peut atténuer le choc dont on parlait à l'instant. Ça ne peut pas remplacer le taux de croissance. Ça peut atténuer le choc. Parce que c'est vrai que, par exemple, si on prend les chiffres allemands, ils sont nettement inférieurs aux nôtres, parce que toutes ces mesures-là que vous venez d'évoquer, elles ont déjà été appliquées de manière un peu différente avec les fameuses réformes Schröder. Mais le taux de chômage en Allemagne est effectivement bas, 6%, alors que chez nous, il est déjà dépassé les 10%, quoique si on faisait des calculs exactement similaires, notamment si on comptait plus le temps partiel tel qu'il est effectué en Allemagne, on aurait un taux de chômage plus important. Mais le fait est que vous avez un chômage structurellement moins important. Mais tant que vous n'avez pas une reprise de la croissance, vous ne pouvez pas. Il vous faut 1,5% de croissance pour diminuer le chômage. L'OCDE nous dit l'année prochaine, la France fera 0,2%. D'ailleurs, François Hollande, au cours de sa conférence de presse, a bien dit que ça allait augmenter encore pendant 1 an. Donc il s'y attend. Oui. Voilà, il s'y attend. Nous aussi, malheureusement. Laurent Geoffrin, je me souviens de votre question justement lors de cette conférence de presse de François Hollande. Vous lui avez posé la question sur la rigueur. Et vous lui avez dit, est-ce que trop de rigueur ne va pas tuer la reprise en France? Il y a eu une information qui est passée inaperçue cette semaine en provenance de l'OCDE. L'Organisation économique des pays développés a lancé un avertissement aux pays membres, dont la France. Elle a dit en substance, la politique de rigueur est à consommer avec modération. Ça a dû vous plaire. Oui. D'ailleurs, c'est un changement de braquet pour cette organisation qui le dit. C'est comme l'alcool. Oui. Mais là, ça ne produit pas les mêmes effets. Il y a beaucoup d'économistes qui ont prévu ce qui se passe maintenant. Donc ça peut être des avertissements. Ces avertissements n'ont pas été entendus. Donc maintenant, on a les résultats Mais encore une fois, ce sont des choix. C'est une volonté des milieux financiers et des gouvernements conservateurs, au sens large, d'obtenir un remboursement des dettes par l'austérité.
Si vous faites de l'austérité partout, vous n'aurez plus de D'accord, croissance. mais vous me dites une pause s'impose dans la rigueur. Dans ce cas-là, on laisse filer les déficits? Oui, à l'échelle européenne, Oui. un pays tout seul ne peut pas le faire. La question s'était déjà posée il y a 2 mois quand on évoquait les 3% et que des personnalités comme Bartolone disaient qu'il fallait donner un peu de souplesse. Mais le problème, c'est que tant que cette question n'ira pas à Bruxelles et ne sera pas clairement sur la table et que les Allemands notamment évolueront sur cette question, rien ne changera. Alors il faut dire quand même qu'il s'est passé quelque chose hier d'important et qui nuance un peu le propos de Laurent Geoffrin, c'est quand même qu'on a réduit la dette comme ça de 40 milliards de la Grèce. Donc quelque part, je partage l'essentiel de ce qu'a dit Laurent. Mais il faut voir qu'il y a quand même déjà des inflexions. Ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne depuis le printemps dernier, on peut évidemment dire, et c'est exact, que c'est surtout pour aider les banques, mais si on n'aide pas les banques, l'ensemble du système se casse la figure. La diminution donc de 40 milliards d'euros de la dette grecque sur 280 milliards d'euros de dette, c'est quand même pas quelque chose de négligeable. La politique de bas taux d'intérêt, tout ceci quand même nuance un petit peu le caractère un peu systématique développé par Geoffrin juste à l'instant. Il le dit gentiment. Quelle nuance dans les propos de Jean-Louis. Nuancer, mais bon, j'essaye de me faire comprendre. Alors messieurs, tous ces sujets dont nous venons de parler n'ont pas fait l'objet, malheureusement, de débats cette semaine, puisque l'UMP est occupée à autre chose. L'opposition est en quelque sorte congelée. Est-ce que c'est un moment de répit inespéré pour François Hollande et son gouvernement? Rien n'aura été dit, ou presque, sur ce chiffre, sur la dégradation de la note de la France, sur la variation autour du mariage homosexuel, sur tant d'autres sujets importants. Enfin, rien. Presque. Pas grand-chose. Reconnaissez-le. Il y a un film où on parle. Allez-y, non. C'est le dessin d'Hervé, magnifique. Non, mais ce qu'on sait, par exemple... Il fait ce qu'il veut, Hollande. On sait qu'Hollande est un naturel optimiste. Bon, bah là, il a raison, parce que c'est vrai qu'au milieu de cet océan de mauvaises nouvelles, il y en a une bonne pour lui, c'est l'explosion de l'opposition face à lui. C'est vrai que Sarkozy lui disait la baraka fait partie de la bonne gestion. Et c'est vrai qu'il a un répit inespéré. On aurait sans doute parlé de... On parle de François Hollande, de chanceux. C'est important, la chance. Napoléon demandait, avant de promouvoir un général, est-ce qu'il a de la chance? Si oui, bingo, il y va. C'est important, en politique aussi. Oui, mais je ne suis pas sûr que cette chance soit si grande. Parce que, on dit qu'on n'en a pas parlé. Si, on a donné les nouvelles. On a parlé plus de l'UMP. Dans les journaux, vous avez 3 premières pages, c'est l'UMP. Mais à la 4e page, il y a marqué le chômage augmente. Les gens ne sont pas totalement idiots. Et ils hiérarchisent les nouvelles. Ils pensent qu'effectivement, l'augmentation du chômage est quand même plus importante, même si elle occupe moins de place, que les déclarations de M. Jacob ou de M. je sais plus, Madame, comment elle s'appelle, on ne sait plus, on ne sait plus. Non, mais c'est vrai qu'on en parle, mais c'est vrai que la droite a moins de capacité d'en parler. On perd notre triple A, eux, ils gagnent leur triple zéro dans cette histoire. Parce que, non, mais imaginez la droite disant aujourd'hui, ah, quelle fouillis la gauche avec cette affaire du Sénat. Mais elle ne peut pas dire ça. Mais regardez comment vous êtes. Vient de réagir justement sur le rejet du texte au Sénat en disant que c'était un camouflet pour le gouvernement. Donc l'opposition bouge encore. Non, mais il faut voir très concrètement comment ça se passe. Les questions d'actualité, les députés de l'UMP discutent ensemble pour savoir dans quel groupe ils vont siéger désormais. Dans les commissions, il n'y a personne. Lors des débats parlementaires, il n'y a plus grand monde. Donc effectivement, et quand les membres de l'opposition vont sur les plateaux télé, c'est pour expliquer pourquoi Copé a raison ou pourquoi Fillon a raison. Donc c'est effectivement, il n'y a plus de voix d'opposition pour l'instant. Alors l'exécutif ne se réjouit pas publiquement de ce spectacle à droite, publiquement en tous les cas. On va écouter la réaction, c'était aujourd'hui de la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Je ne sais pas si on peut parler de spectacle, je ne suis pas sûre qu'il amuse grand monde. J'ai envie de vous dire affligeant, et je le pense, préoccupant pour la démocratie, parce qu'on sait bien qu'on a tous, nous autres responsables politiques, à pâtir de la mauvaise image qui est donnée par certains de nous, même s'ils n'appartiennent pas à notre formation politique. Laurent Geoffrin, c'est une crainte réelle qui est exprimée. Ils ont peur que toute la classe politique soit entachée par cette débâcle à droite. Ça paraît évident. Parce que le spectacle de l'ambition sans principe et sans idée n'est jamais très bon pour la classe politique. En général, les socialistes ont donné des spectacles de ce genre par le passé. Ils n'ont pas de leçon à donner. Hervé du mauvais esprit quand même. La chance peut tourner. C'est aussi la réaction de Najat Vallaud-Belkacem. Elle est aussi un peu faux cul, mais en même temps, elle n'a pas besoin de. Non, mais elle n'a pas besoin en même temps. Elle dit, c'est un peu de bon sens. Oui, voilà. mais elle n'a pas non plus besoin de rajouter. Je veux dire, c'est tellement désolant ce à quoi tous les Français assistent là qu'elle n'a pas besoin elle peut que se joindre à ce cœur-là. C'est facile. On va quand même parler de l'UMP parce que dans les sondages, l'image de François Fillon et de Jean-François Copé
les images sont terriblement altérées. Celle de Copé semble désintégrée et celle de Fillon fissurée. Alors on ne meurt jamais en politique, mais est-ce qu'on peut renaître de ses cendres avec de telles images? Ce sera difficile parce que Copé est quand même un problème parce que il faut revenir à l'origine des choses. Ce vote est un vote biaisé, truqué, je ne sais pas, mais en tout cas biaisé. Biaisé par le simple fait d'ailleurs que Copé était jugé parti. Il organisait le vote et il était candidat. Fillon a été un peu idiot de le laisser faire ça. Voilà. Bon, d'accord, mais ça s'est passé comme ça. Donc le vote est biaisé, il est extrêmement serré. Normalement, on annule. C'est le bon sens. Dans toutes les élections, on fait ça. Toutes les élections, le moindre municipal, la moindre cantonale, s'ils arrivent à 50-50 et qu'il y a des bulletins contestés, on recommence. Donc la seule chose à faire pour sauver l'UMP, c'est pas mes oignons, hein, mais s'ils veulent se sauver, il faut revoter. Pas maintenant, mais dans 6 mois. Et qui refuse le vote? C'est Copé, pas Fillon. Et comme donc on peut pas disait les renvoyer. Mitterrand, ça n'a rien à voir, mais on ne peut rien contre la volonté d'un homme qui est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, installé dans le fauteuil Oui, du mais président. il traînera ça comme un boulet, je pense. Les gens ont plus de mémoire. Parce qu'ils spéculent sur l'oubli. Les gens vont zapper, ils vont parler d'autre chose. Et puis, moi, je vais jouer mon rôle d'opposant, puis on oubliera tout ça. Mais ça marche pas comme ça. Les gens, ils se souviennent. Martine Aubry, elle a mis 1 an à effacer le souvenir de ce congrès qui s'était très mal passé. Et elle n'a pu le faire qu'en renversant la table, c'est-à-dire en changeant complètement les règles de désignation du candidat. Et elle a perdu d'ailleurs dans la primaire. C'est sûr que ça les abîme beaucoup, hein, mais on a l'impression aujourd'hui qu'en fait ni l'un ni l'autre n'ont envie d'un accord dans leur entourage. Il y a des pourparlers, on se voit, il y a même des fissures, hein, on l'a senti aujourd'hui. Dans le camp Copé, c'était moins clair. Mais on a l'impression que et François Fillon et Jean-François Copé, en fait, ils ont aujourd'hui plus envie. Après tout, Copé se dit, je suis dans la place. Fillon dit, moi j'ai mon groupe, j'ai ma puissance. Et puis ils ont fait quelque chose d'important ces dernières 48 heures. Ils ont envoyé balader Nicolas Sarkozy. Ils se sont, voilà, il est en train de passer pour le grand perdant de cette histoire, et je pense que ça c'est important pour la suite. Alors, puisqu'on approche de Noël, hein, pour nos téléspectateurs, une idée de cadeau. Toi aussi, deviens président de l'UMP, c'est ton tour. Il va s'arracher celui-là. On va écouter la réaction de quelqu'un qui parle peu. C'est quelqu'un de neutre. C'est pas un non aligné. C'est quelqu'un qui est un petit peu retiré de la vie politique. C'est le gendre de Jacques Chirac. Laurent Geoffrin, vous m'écoutez? C'est le gendre de Jacques Chirac. Il a été ancien secrétaire général de l'Élysée. C'est Frédéric Salabarou. Il était invité du journal de 19h de Michel Grosser. Écoutez, il a une réaction très mesurée. L'UMP ne doit pas se diviser, parce que si l'UMP explose, le premier parti de la droite sera le Front National, et avec le système majoritaire, ça veut dire que c'est le Front National qui dominera. Donc l'idée d'un nouveau groupe est une mauvaise idée. Par ailleurs, il faut un président qui soit légitime, donc il faut faire simple, il faut revoter. C'est la voie de la sagesse. Bon, alors il y en a beaucoup qui se battent pour occuper une place très en vue, celle du premier opposant à François Hollande. Jean-Louis Borloo prétend que l'UDI est en pole position. Marine Le Pen affirme que le parti est mort et qu'il ne bouge plus. Je parle de l'UMP. Est-ce qu'on ne publie pas trop vite l'acte de décès du premier parti d'opposition de France? Il le reste encore ce soir avec ses militants et ses cadres. Bien sûr. Oui. Le Parti Socialiste a connu des crises tous les croque-morts moins graves, mais... moins longues en tout cas, mais il a gagné toutes les élections depuis 5 ans. On veut dépecer le corps de l'UMP trop vite? Oui, je crois, parce qu'il y a une droite républicaine dans ce pays. Il y a une droite qui n'est pas d'extrême droite et qui n'est pas non plus centriste. Donc puis, voilà, ils ont besoin d'exister. C'est pas si évident que ça. On prend par exemple le cas de l'UDI. Qu'est-ce qui se passe si effectivement le groupe Fillon voit définitivement le jour? Le groupe Fillon, ils seront quoi, 60, 70? L'UDI, ils sont 30 députés seulement à l'Assemblée. Donc c'est un groupe qui pèsera davantage que le groupe de Jean-Louis Borloo. Donc c'est bien plus compliqué que ça. Je vous propose, on va poser la question à un membre de l'UDI, au cofondateur de l'UDI. Il est notre invité dans un instant, c'est Hervé Morin. Jean-Louis Goumbaud, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous dis, le problème, c'est de savoir comment va évoluer l'opinion publique dans les mois et les années qui viennent avec la crise. Parce qu'en fait, il y a un débat quand même entre Copé et Fillon. Savoir comment on s'adresse pour gagner le pouvoir. Est-ce que c'est Copé qui a raison ou est-ce que c'est Fillon? Il n'y a pas un débat sur le fond de la stratégie à suivre pour la France. Il y a un fond sur la manière d'arriver au pouvoir. Il n'est pas du tout sûr que les idées des Français, comme ça, vont aller vers le centre, plutôt qu'ils vont pas aller. Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt aller vers la droite avec la crise, comme le montre à chaque fois qu'il y a des crises économiques très graves. Donc je pense que cette affaire de stratégie, comment on arrive au pouvoir, elle n'est pas réglée, n'est pas aussi évidente qu'il n'en a l'air. Nous en reparlerons donc. Hervé Baudry veut nous embrouiller avec un nouveau sigle, un nouveau parti. Non, oui, parce qu'au milieu de la testostérone, une femme ferait le plus grand bien, ne croyez pas? Et ça ferait un cump, c'est pas mal.
Merci beaucoup Jean-Louis. Ludovic Vigan et Laurent Geoffrin, restez avec nous. Dans un instant, notre invité politique, c'est Hervé Morin. Mais d'abord, on va faire un détour, bien sûr, par le reste de l'actualité. Comme tous les soirs, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Finalement, les élections départementales et régionales auront lieu en 2015 et non en 2014 comme initialement prévu. C'est ce qu'a annoncé ce matin Najat Vallaud-Belkacem à l'issue du Conseil des ministres. Un report de date pour éviter un embouteillage de scrutin, puisque la même année, les votes pour les municipales, sénatoriales et européennes sont également prévus. Cette fois, toutes les précautions ont été prises pour que la loi Duflot ne soit pas invalidée. Voté hier soir à l'Assemblée, le texte sur le logement social version 2, quasiment identique au précédent, a été adopté aujourd'hui sans modification en commission au Sénat. La version 1 avait été rejetée par le Conseil constitutionnel fin octobre au motif qu'elle n'avait pas respecté la procédure parlementaire. Cette seconde mouture devrait donc être discutée en séance le 17 décembre. Il compte sur lui pour ne pas faire de faux pas. Après 10 ans de carrière à la tête de la CFDT, François Chérec passe la main à Laurent Berger. Lors d'un dernier discours devant l'Assemblée générale du syndicat, il a revendiqué sa stratégie réformiste. Demain, le nouveau secrétaire général prendra les rênes du syndicat. De nombreux chantiers l'attendent au moment où le chômage explose. L'Égypte plonge chaque jour un peu plus dans la crise. Après les manifestations monstres d'hier, des opposants au projet de constitution ont aujourd'hui encore affronté les forces de l'ordre au Caire. Les instances judiciaires ont de leur côté dénoncé la prise de pouvoir exceptionnelle par le président Mohamed Morsi. La Cour de cassation a décidé de suspendre ses travaux. Quant à la Haute Cour constitutionnelle, elle dément les accusations de partialité portées à son encontre. Depuis que la Cour constitutionnelle a publié un avis selon lequel la loi sur les élections législatives était anticonstitutionnelle, il y a eu une attaque injuste et organisée contre elle. Les frères musulmans ont de leur côté lancé un appel à manifester samedi pour soutenir Mohamed Morsi. Depuis près de 10 jours, dans la famille UMP, tout le monde a donné son avis sur la guerre fratricide qui oppose François Fillon à Jean-François Copé. Tous, sauf peut-être le doyen de la famille, que Cabu, lui, n'oublie pas dans le Canard enchaîné. Et à 80 ans, Jacques Chirac semble bien être celui qui fait le choix le plus sage. Et l'invité politique du 22h ce soir, c'est Hervé Morin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, président du Nouveau Centre et cofondateur de l'UDI. Merci d'être avec nous. Est-ce que pour vous, ce soir, l'idée d'un grand parti politique unique à droite est morte ce soir? Je dis depuis 2 ou 3 jours ceci, c'est que l'UMP était solide autant que le chef était à l'Élysée. L'UMP s'est construit sur une fiction qui est celle de 2002, où on considère que dans un seul parti politique, on arrive à rassembler l'ensemble des familles de droite au sens le plus large. Bon. Tant que le chef est à l'Élysée, il y a une obligation de solidarité, de loyauté, de cohésion qui fait que le système tient. Le jour où le chef disparaît et que l'UMP rentre dans l'opposition, forcément les éléments d'éclatement, de friction de l'UMP apparaissent à nouveau au grand jour. Et c'est d'autant plus fort dans un parti bonapartiste. Dans un parti bonapartiste, et c'est d'autant plus fort dans une société française qui aujourd'hui a à peu près considéré qu'elle faisait fi d'un certain nombre de tabous que la droite n'avait pas le droit d'utiliser. Pendant très longtemps, la vie politique française avait en mémoire Vichy, et donc la droite ne pouvait pas s'autoriser un certain nombre d'expressions ou un certain nombre de discours. 70 ans après, tout ça est tombé et été jeté à la rivière. Et donc aujourd'hui, vous avez une France qui s'est considérablement droitisée, où tant dans les classes populaires que dans les classes bourgeoises, les mêmes mots ont une résonance, et où donc on retrouve des discours... alors le trait est un peu fort, peut-être assez comparable à ce qu'on a connu sous la Troisième République, avec les croix de feu, Montmorency, etc. Sur ce constat, Comment? Sur ce constat, oui, c'est une réalité?
Morin a raison, simplement il n'est pas certain que ça profite à la droite, cette affaire, parce que... j'ai pas dit que ça allait forcément profiter à la droite. Je poursuis l'analyse. Aux États-Unis, il y a eu ce phénomène, c'est-à-dire la droitisation de la vie politique, la montée en puissance de groupes comme le Tea Party, etc. Ça a abouti à une défaite cuisante quand même, qui est celle de Romney. Pourquoi? Parce que du coup la droite se retrouve confinée dans un électorat blanc, plutôt très conservateur, fait fi du droit des femmes, par exemple, ou fait fi du droit des minorités. Et donc ça permet, aux États-Unis, c'est comme ça que ça s'est passé, aux démocrates, selon leur stratégie habituelle, de réunir les minorités. Et l'élection de Hollande obéissait déjà un peu à ce mécanisme. C'est-à-dire que Hollande a réuni autour de lui des minorités. Les gens issus de l'immigration ont voté massivement pour Hollande, non pas parce qu'ils étaient forcément de gauche, mais c'est parce que Sarkozy faisait beaucoup de bruit contre l'immigration, donc ils ont voté tous pour Hollande. Et les homosexuels probablement ont voté largement pour Hollande, etc., etc. Et donc vous avez, en France, vous aurez le même phénomène, je pense. De rassemblement. Hervé Morin, l'UMP, c'est aussi votre partenaire de coalition qui connaît un épisode, terrible. Son affaiblissement vous renforce? Ah, ça se passe pas comme ça. Ah bon? Ça nous... Non. Pourtant, Jean-Louis Borloo, ce matin, en inaugurant les locaux de l'UDI... Vous permettez que je puisse avoir ma propre réflexion sans considérer que celle de Jean-Louis soit... Il avait un large sourire. Disons. Non, mais la conjonction astrale est bonne. Voilà, parce que tout d'un coup... Sans langue de bois, ça donne quoi? Non, je ne suis pas la langue de bois de dire ça. La langue de bois, ce serait de vous dire, en effet, grâce à ça, l'UMP, oui, ce serait de... Voilà, je pense que la conjonction astrale est bonne et que ça rend des Français disponibles à ce qu'on peut dire. Mais nous, ça nous renforce. Quoi? La création de l'UDI part sur de bons auspices. En quelque sorte, on sort de la mer, du port facilement. Et on arrive dans la mer avec une conjonction vraiment favorable. Mais faut-il encore avoir un discours, et un discours qui soit radical? Les discours de bisounours, les discours de consensus, ce ne sont pas des discours audibles un seul instant dans la vie politique. Première chose. Non, je ne suis pas en train de me arrêter. Vous ne considérez pas que les choses sont simplement personnelles. Je vous dis ce que je pense. Moi, je veux porter dans ce parti, avec mon parti qui est le Nouveau Centre, un des parti constitutif de l'UDI, je veux porter l'idée de liberté. Je veux qu'on affirme en France qu'il y a non pas un pays d'interdiction ou une société d'interdiction, mais une société de responsabilité. Bon, mais donc il y a des choses à porter. La deuxième chose, pensez qu'un militant, laissez-moi finir, pensez qu'un militant qui est mécontent de son parti politique et déchire sa carte et va dans le parti d'à côté, c'est pas vrai. Alors on va récupérer des cadres, on va récupérer pas mal d'opportunistes, parce que quand on est d'un parti qu'on vient de créer, c'est plus facile de s'intégrer dans la vie politique municipale quand on a les régionales, parce qu'il y a plus d'espace naturellement. Ça ouvre les Français à un autre discours. Hervé Morin, c'est tout pour le moment. Je vous ai entendu, je ne vous ai pas coupé, vous avez parlé d'ouverture, vous avez parlé de liberté. Depuis tout à l'heure, nous parlons de préoccupations, excusez-moi, un peu plus réelles. Nous parlons du chômage, nous parlons de la croissance. C'est un moyen d'améliorer la croissance. La croissance qui ne vient pas. Quelle pourrait être la proposition nouvelle, choc, que vous proposez ce soir, justement, parce que vous voulez quand même vous ambitionner de devenir le premier parti d'opposition, si j'ai bien entendu M. Borloo. En matière de politique économique, il faut une politique de l'offre. Une politique qui crée clairement les conditions de... Il nous a semblé ce que proposait M. Hollande. Vous rigolez, mais il n'y a rien. François Hollande, il fait de la voile. Il tire des bords. Donc il a tiré un bord pendant 4 mois, il a tapé sur ceux qui créent, ceux qui innovent, qui s'enrichissent, etc. Puis après, il s'est rendu compte que son bord allait un peu trop loin, et il tire un autre bord où tout d'un coup, il découvre les vertus d'une certaine politique. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous avez eu, depuis son discours d'il y a un mois, la présentation d'un certain nombre de politiques gouvernementales qui rentrent dans ce cadre-là? Vous ne pouvez pas à la fois dire il faut des chefs d'entreprise et en même temps dire au patron d'ArcelorMittal, quels que soient ses défauts, dégagez. Ça marche pas. Oui. Vous pouvez pas avoir des discours contradictoires. Oui. Après, les propos ont été nuancés, mais puisque vous parlez de ce sujet, est-ce que vous êtes d'accord aussi pour une nationalisation temporaire? Est-ce que c'est la bonne solution qui est envisagée par ce gouvernement pour sauver des centaines d'emplois? Il y a un sujet, c'est que il y a une surcapacité européenne de 25%. Est-ce que la nationalisation, c'est un moyen pour essayer de tirer l'entreprise,
ou est-ce que c'est une fin en soi? Si c'est une fin en soi, c'est une erreur absolue. Si on est capable, je ne suis pas capable de le faire de ce bureau parce que je n'ai pas tous les éléments. Si on est capable de se dire, la nationalisation est un moyen de créer un groupe compétitif, performant, capable de l'emporter en dépit d'une surcapacité de 25%, pourquoi pas? Mais je ne voudrais pas qu'on se mette un sparadrap supplémentaire en se disant je vais nationaliser uniquement parce qu'il faut nationaliser pour donner une réponse. Non, ça doit simplement être une nationalisation temporaire pour retrouver moyen, un repreneur, vous l'avez bien entendu. Enfin, attendez de voir. Il y a des cas où la nationalisation a fonctionné, elle a marché. Oui, mais... Même les nationalisations de la gauche en 81, qui étaient spectaculaires. Alors là, c'était toutes les banques et la moitié de l'industrie. Les mêmes entreprises. Oui, non, mais c'est un précédent. C'est le plus important qu'on a eu. Quand ils ont revendu les entreprises, ils ont bien revendu. Enfin, ça nous a coûté des fortunes avec les assurances, le GAN, la Société Générale. Ça nous a coûté des fortunes avec Air France. Non, pas la Société Générale. Non, mais les entreprises qui ont été achetées et revendues ont été revendues à un bon prix et je ne suis pas sûr que l'État y ait perdu. Enfin, pour l'instant, on n'a plus un sou. Donc, la différence, elle est là. Oui, mais là, il s'agit d'aider une branche en perdition. Il y a des pays où ça s'est fait aussi, où l'État a volé au secours de tel ou tel. Attendez, c'est pas la même chose. Quand vous volez au secours d'un secteur... Attendez, laissez-moi finir. Quand vous décidez de voler au secours d'un secteur dont vous savez qu'il y a une crise conjoncturelle liée à quelque chose, quand vous avez tout d'un coup un paysage qui vous dit il y a une surcapacité de 25%, c'est pas le fait de nationaliser que ça va changer les choses. À cette option pour le moment. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été notre invité. Je vais présenter à présent, comme chaque mercredi, la revue de vos hebdos à paraître. La voici, vous avez Le Point avec en une les grandes haines. Alors historique, on remonte loin, avant Copé-Fillon, Sarkozy, Villepin, Giscard, Chirac, Mitterrand, Rocard, Kennedy, Nixon, De Gaulle, Pétain, Laurent Geoffrin, on peut aller très loin encore comme ça. L'Express qui titre sur les kamikazes, chronique d'une haine extraordinaire avec François Fillon, Jean-François Copé, puis peut-être la figure tutélaire, Nicolas Sarkozy. Tout autre chose, c'est à souligner, le Nouvel Observateur, avec cette une importante sur le palmarès national 2012, les hôpitaux cliniques. Vous avez un papier à l'intérieur très intéressant qui montre comment Copé a tout manigancé. Exactement, c'est une enquête depuis les débuts. C'est un très bon papier. Et Estrosi a dit il faut lire l'Observateur. Si voilà, alors si Christian Estrosi, je ne peux pas dire mieux. Si Laurent Geoffrin dit qu'Estrosi a dit qu'il faut lire le Nouvel Observateur, précipitez-vous, c'est demain dans vos kiosques. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. On arrive à la dernière page de ce journal et je vous propose tout à fait autre chose. On va faire un détour à présent vers les salles obscures avec la chronique Ciné Minute de Simon Barbary dans le 22h. Et cette semaine, dans le 22h, le documentaire Les Invisibles. C'est une galerie de portraits d'hommes et de femmes, vous allez le voir, mis au banc de la société française à cause de leur homosexualité. On regarde. Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est contre nature ce qu'ils font quand même, hein. Moi, je trouve ça dégoûtant. Alors, les mal baisés, oui, on est mal baisés, oui. Ah bah, t'as trouvé. J'ai eu une période où je m'habillais comme une folle, mais le souvenir que j'en ai, c'est que ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a libéré. Et puis parce qu'on était quand même des marginaux, c'est-à-dire que la marginalité nous rendait libres. Ils sont âgés, ils sont homosexuels et ils sont les héros du documentaire Les Invisibles en salle cette semaine. Le réalisateur Sébastien Lifshitz est allé à la rencontre de ces hommes et femmes qui ont choisi de vivre leur homosexualité au grand jour au début des années 60. Il en résulte une galerie de portraits aussi poignants les uns que les autres. Et à travers ces témoignages, c'est l'évolution de la société française qui est ici esquissée en toile de fond. À une époque où l'homosexualité était considérée comme un délit, certains protagonistes ont choisi la lutte collective et le militantisme pour affirmer leurs différences. Les Invisibles, sélectionnés pour vous par le 22h, brossent un portrait intelligent et subtil d'une minorité qui revendique ses droits tout au long du XXe siècle. Un documentaire à méditer à l'heure où le mariage homosexuel et l'homoparentalité divisent les Français. Voilà pour ce documentaire très intéressant, Les Invisibles, à voir donc si vous en avez l'occasion. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivi tout de suite votre émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain avec plaisir.
droite se déchiquetait. C'était vécu vraiment comme une déchirure profonde entre les hommes. La droite en connaît les guerres fratricides, mais jusqu'ici, celles que se livrèrent baladuriens et chiraciens dans les années 90 semblaient, même à Jean-François Copé, être un sommet indépassable. Alors quelles conséquences aura la nouvelle guerre? Copé, Fillon, avec quelle stratégie de communication l'un et l'autre ont-ils géré la crise? Et quel impact aura-t-elle sur leur image respective? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les Quint et Abel de l'UMP, avec nous 4 invités. Patricia Balme, conseillère en communication politique, vous avez conseillé plusieurs personnalités de droite de l'UMP et vous êtes plutôt proche, on va dire, de la mouvance Fillon. Guy Alvez, communicant également, vous avez, il fut un temps, travaillé avec Jean-François Copé, dont vous restez proche à titre personnel. Jean-François Sirinelli, historien et spécialiste de la droite. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour analyser les postures et les discours des belligérants. Alors, des postures et des discours pas toujours en phase, hein, on va le voir. Deux camps qui s'affrontent, alors pour des raisons de personnes, on l'a beaucoup dit, mais aussi peut-être pour des raisons plus profondes, plus politiques. Alors, quels sont les mots utilisés par l'un et l'autre des belligérants pour se définir? On commence par Jean-François Copé. Construire une droite et un centre-droit fiers de ses valeurs, fiers de l'engagement pour notre pays. En un mot, une droite décomplexée pour une France décomplexée. C'est à cela que nous voulons travailler ensemble, loin des extrêmes, dans une approche républicaine, moderne, mais qui ne se laissera rien dicter par le politiquement correct de cette gauche bien pensante qui en permanence veut imposer ses visions, ses convictions, souvent tellement loin de la réalité que vit le peuple français. La droite décomplexée, fière de ses valeurs, moderne, ça c'est pour Jean-François Copé. On écoute maintenant les mots et la manière dont François Fillon se définit. Mon but, c'est le rassemblement des Français. Et en cela, je veux dire que je suis fidèle aux origines de notre mouvement, qui a uni les gaullistes, les libéraux et les centristes. Fidèle aussi au sigle de l'UMP, où le mot populaire nous commande de fédérer autour d'un idéal le salarié et le chef d'entreprise, l'agriculteur et l'ouvrier, le retraité et l'étudiant, le patriote et l'européen. Cette stratégie du rassemblement, c'est vrai, me distingue de Jean-François Copé. Voilà, alors ça c'était pendant la campagne, mais c'est les mots que l'un et l'autre ont martelés pour se définir. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de guerre de personnes, on va y revenir, mais il y a aussi la fracture peut-être aussi plus politique. Alors la question c'est est-ce que les mots utilisés par l'un et l'autre, Jean-François Sirinelli, suffisent à matérialiser une vraie frontière entre les deux camps? C'est une question importante, en même temps c'est compliqué parce que chacun des deux là est dans un rôle. Nous sommes en face d'images de synthèse et donc notre rôle c'est de décrypter en quelque sorte ces images. Je dirais que les mots là sont essentiels et c'est bon de commencer par là dans la mesure où les thèmes mis en avant sont des thèmes qui parcourent les droites au fil des décennies, au fil des générations et que visiblement ils se saisissent les uns et les autres de tel ou tel de ces mots, pour faire vite. D'une part, Copé, la droite décomplexée, il y a une tentative depuis maintenant une trentaine d'années, depuis 1981, même de décomplexer le mot droite. N'oubliez pas que jusqu'en 1981, jamais la droite ne se qualifie comme telle. Ça n'est que dans la défaite au soir des élections présidentielles puis législatives de 81 que la droite se saisit du terme, en disant nous sommes l'opposition de droite face à la gauche victorieuse. Et depuis, si vous voulez, il y a ce combat constant pour décomplexer. Donc il ne faut pas simplement, comme le disent les observateurs, y voir du message subliminal envers le Front National, ou plus exactement envers les militants, en leur disant, bon, non, ça va beaucoup plus loin. Alors, par ailleurs, il y a le rassemblement. Et les phrases de François Fillon sont extraordinaires, parce que n'oubliez jamais la phrase de Malraux, il parlait à l'époque du RPF, du gaullisme, du temps de la...
c'est le métro à 6 h du soir. Et il y a cette idée du rassemblement du peuple français, on y reviendra sans doute, mais donc ces mots sont des mots qui comptent, sauf que ce sont des images de synthèse. On pourrait presque inverser le discours. D'accord, oui, donc la question c'est ça, est-ce que ça te suffit à définir non, voilà, ni pour l'un ni pour l'autre. Aujourd'hui, ce qui joue surtout, évidemment, ce qui impacte l'image qu'on a de Jean-François Copé et de François Fillon, eh bien c'est surtout la manière dont l'un et l'autre ont géré la crise depuis le vote des militants le 18 novembre. Alors on va faire un petit rappel, on va reprendre le feuilleton en voyant un peu les erreurs qu'ont commis les uns et les autres, et puis peut-être aussi les bons coups, on va dire, en matière de communication qu'ils ont réalisés. Dès le début du dépouillement, le résultat s'annonce extrêmement serré le 18 novembre au soir, mais Jean-François Copé décide d'intervenir pour revendiquer la victoire avant même l'annonce officielle des résultats. Je vous propose de revoir les images. Mes chers amis, les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages et ainsi de m'élire comme président de l'UMP avec à mes côtés Luc Châtel et Michel Tabarot. Je veux vous dire que c'est pour moi une grande émotion et aussi une grande reconnaissance que de voir qu'un grand parti politique comme le nôtre, qui a connu bien des difficultés ces derniers mois avec les défaites que nous avons connues, a décidé de redresser la tête et de répondre à l'appel à la résistance que je leur avais lancé. Alors aussitôt, faut s'en souvenir, les commentateurs sur les plateaux télé parlent d'un putsch. François Fillon lui répond dans les minutes qui suivent. Sur le fond, lui pense aussi avoir gagné, mais les mots ne sont pas les mêmes. Nous avons remonté tous les résultats de toutes les fédérations de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et des Français de l'étranger. Ces résultats me donnent une courte victoire de 200 000. Nous n'avons pas le droit de proclamer des résultats avant même que ceux qui sont chargés de le faire l'aient fait. En tout cas, je veux vous le dire, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la capacité de la droite et du centre à incarner le redressement de notre pays. Alors là, on voit quand même deux stratégies, dès le départ, complètement différentes, qui posent peut-être les choses pour la suite. Les deux annoncent qu'ils ont gagné, mais l'un, François Fillon, attend quand même la proclamation officielle des résultats. Et avec le recul, on se demande si là, il n'a pas tort, François Fillon, s'il ne commet pas une erreur en refusant de surenchérir, finalement, Patricia Balme. Qu'en pensez-vous? En fait, François Fillon est victime aussi d'une mauvaise communication de la part de Jean-François Copé. Il y a une erreur de communication à la base. Il préempte... Pas de lui. Non. Dans l'historique et l'enchaînement qui va se poursuivre après. C'est-à-dire que Jean-François Copé, à mon avis, annonce un tout petit peu tôt sa victoire. On va dire qu'il la préempte, qu'il n'a pas appelé François Fillon pour lui annoncer les résultats. Donc il y a une surprise de François Fillon qui fait qu'il réagit et peut-être qu'il surréagit. Ah, vous diriez qu'il surréagit, vous ne diriez pas qu'il surréagit. Pourquoi il surréagit? Parce qu'il est choqué par cette préemption d'une victoire. Et là, il a à ce moment-là le sentiment qu'on lui vole sa victoire. Et donc, il s'en réfère à quelques votes dans des régions précises. Et il faut bien qu'il s'accroche à quelque chose, puisqu'il a été doublé en matière d'annonce et de communication par Jean-François Copé. Tout le monde a été un peu trop loin, s'est pris les pieds dans le tapis. Alors c'est vrai que celui qui commence peut-être à aller trop vite, Guy Elvez, c'est Jean-François Copé. Avec le recul, est-ce qu'il n'a pas commis une énorme erreur en annonçant comme ça sa victoire avant la fin du décompte, avant la confirmation des résultats? Est-ce que aujourd'hui et plus tard, il n'a pas payé cette erreur? L'histoire dira s'il a commis une erreur ou pas. En tout cas, pour comprendre sa déclaration avant que les chiffres officiels tombent, il faut se rappeler d'un épisode qui s'est passé quelques mois avant, qui est le dépôt des parrainages, où effectivement Jean-François Copé annonce 30 000 parrainages et pense à ce moment-là être sincèrement en avance, et François Fillon en annonce 45 000 derrière. Et à partir de cet épisode-là, il y a un manque de confiance et un manque de transparence entre les deux. Donc moi je comprends de l'acte de Jean-François Copé qui se précipite ou qui va devant la caméra de télévision, et je pense qu'en son fort intérieur, il est certain d'avoir gagné. Les chiffres, je ne les ai pas et je ne sais pas qui les a, mais en tout cas dans sa démarche personnelle, il est certain d'avoir gagné. Et je pense qu'il craint à ce moment-là que François Fillon, dont la parole est annoncée
assez rapidement à la télé, annonce effectivement sa victoire. Donc l'acte qu'il a fait, c'est de dire je m'assieds le premier sur le fauteuil. D'accord, oui, là vous expliquez effectivement la psychologie. Donc, tout ça pour vous dire que l'erreur, c'est quand on a le choix, au final. Quand on n'a pas le choix, et là on fait de la politique, on a quitté la com pour de la politique. D'accord. C'est qu'on n'est plus dans une logique de construction d'image, on est dans une construction de survie. Donc il va se dire, on va me voler ma victoire, qui pense, lui, en son fort intérieur, donc j'y vais. D'accord, donc pour vous, c'est l'impulsion, quoi. Il voit le truc et il réagit. On a quitté la com pour de la politique. D'accord. Mais est-ce qu'il n'avait pas annoncé cette victoire quelques jours avant, lorsqu'il dit, au moment où les sondages donnent Fillon en tête, et avec un certain écart, même si les sondages se trompent, il y a quand même un écart, et il dit, il va y avoir des surprises. Alors, oui, un petit... Il n'y a pas une question à se poser là? Jean-François Sirinelli. Non, on vient de le dire, on quitte le domaine de la communication et on vient de donner un mot, surprise. Nous remettons en contexte, c'est le travail de l'historien. Là, c'est une énorme surprise puisque, encore quelques heures plus tôt, tout le monde donne François Fillon gagnant. Donc, de toute façon, il faut replacer ça dans ce contexte. Et deuxième chose, à partir de là, on est dans des questions de tactique. C'est le premier qui prend la parole, qui donne en quelque sorte le là. Il ne faut jamais avoir oublié ce point. N'oubliez pas 78 qui est un précédent qui hante tous les hommes politiques. Rappelez-nous 78, ce précédent que nous n'avons pas tous en tête. Non, mais au soir du deuxième tour des élections législatives, la gauche a perdu. Michel Rocard veut marquer le coup face à François Mitterrand et dit une fois de plus la gauche historiquement a perdu. Et commence pour 2 ans le grand combat Rocard-François Mitterrand. Et là, il y a un acte fondateur. Enfin, en communication, j'imagine que maintenant c'est enseigné comme tel. Donc il y a une question de timing, mais il y a une question de positionnement. On est dans du jeu politique, on n'est plus simplement dans la communication, on n'est pas simplement à direction de l'opinion publique, on est sur les chaînes câblées, il est environ 11 Oui, parce que par rapport à 78, la différence, c'est ça, c'est qu'en 78, on se positionnait vis-à-vis de son camp. Là, aujourd'hui, on peut dire aussi l'histoire va vite, les choses passent très vite, etc., mais compromettre durablement son image, qui n'était peut-être pas le cas en 78. En 78, tout à fait. Parce que c'est vrai que ce qui est frappant à revoir l'image avec un peu de recul, notamment celle de Jean-François Copé, quand il arrive, on a l'impression qu'il est dans une espèce de précipitation. Voilà, il parle de son émotion, etc., mais il dit les mots à toute vitesse. Enfin, ça fait quand même une drôle d'impression, non, Denis Bertrand? Oui, enfin moi, ce qui me frappe d'abord, c'est que le déroulement du récit repose sur des actes de langage extrêmement simples. Certes, les façons de faire sont un petit peu différentes, mais c'est l'espèce de gémellité, c'est-à-dire de deux candidats candidement, si j'ose dire, voilà, qui ont tiré les mêmes leçons des épisodes. Qui vont déclarer le même acte, et c'est précisément sur cette double déclaration que va naître le conflit et la violence du conflit. Et donc entre la parole très... presque, enfin, vous parlez de l'émotion, oui, il y a l'émotion. Non, je dis qu'il parle de son émotion d'une manière où on ne sent pas l'émotion du tout. Exactement. Il y a un décalage entre ce qu'il dit et la manière dont il le dit. Je crois qu'il faut creuser ces décalages. Il y a une signification de surface et dessous, il y a une autre signification. Et comment expliquez-vous ce teasing quelques jours avant lorsqu'il dit qu'il va y avoir des surprises? Je pense qu'il dit simplement, à mon avis, il est tellement annoncé à 30%, qu'il est certain, vu la campagne qu'il fait, vu que le fait qu'il ne sera pas à 30%, qu'il sera à 45, 47, 48. Ce qui, pour lui, à ce moment-là, est déjà une victoire. Je ne pense pas que dans sa tête, à ce moment-là, je n'aurais pas parlé avec lui franchement, mais je ne pense pas que dans sa tête, il soit certain de sa victoire. Il se dit, la place est là pour gagner, je ne reconnais pas les sondages. On le sent à un moment. Sur le terrain, à un moment, on voit sur le terrain terrain si ça remplit, si ça n'a pas rempli. Là, il se dit, c'est pas possible qu'on m'annonce à 30%. Donc la surprise sera là. Si je fais 48, je vole la victoire de François Fillon. D'accord. Et donc, mais ce que vous dites, c'est effectivement quand il se précipite, entre guillemets, on n'est plus dans la communication, on est dans la politique, on est dans, c'est quoi, c'est l'impulsion dans ces cas-là qui parle. C'est un espèce de réflexe qu'ont les politiques de se dire, le pouvoir, on le prend. C'est ça. Alors. Le pouvoir, on le prend. Venons-en là, c'est une phrase de Nicolas Sarkozy. On sait que Jean-François Copé a fait une sorte de copier-coller de Nicolas Sarkozy, qui a toujours dit dans ma vie politique, je n'ai jamais rien reçu, j'ai pris. Avant lui Chirac. Voilà, donc là, c'est plus proprement une phrase de Nicolas Sarkozy. Et je dis simplement, le problème aussi, c'est que Jean-François Copé n'est pas Nicolas Sarkozy. Et que chacun doit avoir une personnalité différente et sa propre personnalité. Vous voulez dire que ça ne colle pas à sa personnalité, ou vous voulez dire que la manière de le faire... Il a voulu dès le départ lancer un message subliminal qui était très astucieux en disant « je serai peut-être le nouveau ou le futur Nicolas Sarkozy ». Et là, il s'est pris les pieds dans le tapis. Pourquoi il s'est pris les pieds dans le tapis? Parce qu'il ne peut pas, lui, préempter avec
ce qu'il y a derrière lui politiquement par rapport à Nicolas Sarkozy, qui a été président d'un parti qui... Jean-François Copé est encore une jeune pousse, même si en politique, il a eu une carrière politique. Mais il n'est pas Nicolas Sarkozy. Un petit mot là-dessus, Jean-François Sirinelli, puis on va passer à la suite parce qu'il y a encore de nombreux épisodes. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de putsch. C'est vrai que l'histoire des droites est ponctuée de prises de pouvoir. On parlait des grands maîtres à l'instant, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. L'élément nouveau là, c'est que le putsch ou l'absence de putsch, peu importe, est faite en direct, en quelque sorte. C'est ça qui est essentiel. Jusque-là, voilà, c'était des jeux d'appareil. Voilà. Quand Nicolas Sarkozy c'était des jeux d'appareil. Là, nous sommes dans un processus électoral qui est dépouillé, si j'ose dire, à la face sinon du monde, en tout cas de la